c'est impératif de changer aujourd'hui les choses parce qu'on le voit dans la presse, on le voit, il n'y a plus une journée qui se passe sans laquelle il y ait une nouvelle qui raconte une catastrophe climatique. On a vu l'été qu'on a passé avec les sécheresses, la chaleur, la température qui faisait au mois d'octobre qui était absolument invraisemblable. On est face à un mur, on est forcé d'agir aujourd'hui. C'est une évidence. Pour autant, moi, ce qui me conforte beaucoup, c'est de constater que cet écosystème de l'impact, il a vraiment évolué, il y a eu un vrai changement de regard. Et on le voit dans les faits, beaucoup plus d'acteurs qui interagissent et qui composent cet écosystème, notamment d'un point de vue déjà capitalistique, financier. On voit que de 2014 à 2019, on a mis 5 ans à doubler les montants investis dans l'impact, de 250 milliards à 500 milliards. Et ça nous a pris 5 ans pour doubler ces chiffres. Et là, entre 2019 et 2021, on a à nouveau doublé, donc une vraie accélération pour arriver à $1 trillion investis dans l'impact à l'échelle planétaire. C'est un signal très fort qui montre qu'aujourd'hui, on arrive à ce moment assez incroyable où on a du capital qui est disponible, qui va être investi, qui va être investi dans les années à venir. Mais on a aussi de la data, de la tech, avec cette révolution digitale qu'on a vue depuis une vingtaine d'années maintenant et qui va beaucoup servir à cette transformation environnementale et sociale. Et ces données, ces outils technologiques vont nous permettre de mesurer nos impacts sur la planète. Et en plus, on a une vraie volonté collective des États, des citoyens, des médias d'avancer ensemble. Et tout ça, pour moi, ça fait une recette vraiment miracle qui va nous permettre d'entamer cette vraie révolution environnementale et sociale. J'en suis persuadé, on est en train d'en vivre les prémices et je trouve ça vraiment très enthousiasmant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je te rejoins, Kevin. Je pense qu'ensemble, on a discuté de ça ces dernières années parce que tu as démarré un peu comme moi aussi depuis quelques années à essayer de devenir un acteur de l'impact. Et je pense qu'on est à un point d'inflexion. On est à un point d'inflexion dans le sens où le réchauffement climatique, bien entendu, ça devient, entre guillemets, finalement, heureusement, une évidence, malheureusement, il faudrait dire, mais également, finalement, sur les grands, fameux objectifs de développement durable, comme tu le sais, qui, à l'issue de la pandémie, en fait, ont enregistré un retour en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, on compte près de 80 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, en plus de ce qu'on comptait avant la pandémie, alors qu'on n'avait fait que diminuer ce chiffre depuis 2 décennies. Il en va de même également sur des problèmes de faim, de pauvreté, et évidemment sur tous les mécanismes du réchauffement climatique. Donc ça, c'est le constat, il est là. Et heureusement, il commence à s'imposer à tout le monde. Même ceux qui étaient dans le déni le plus total, il en reste encore malheureusement. Tout le monde n'est pas comme nous, je pense. De moins en moins. Mais de moins en moins, voilà. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que chaque type d'acteur, chaque partie prenante, je pense, est en train de réaliser que la balle est aussi dans son camp. Je pense qu'on a tous, pendant des années, en tant que citoyens français ou quel que soit le pays du monde, pensé que l'État souverain, régalien, allait régler tous les problèmes de son pays, qui soient en matière de santé, qui soient en matière d'environnement, qui soient en matière sociale. Et en fait, on a réalisé que ce n'est pas possible et que l'entreprise elle-même, évidemment, de la plus grande à la plus petite, a un rôle exemplaire à jouer. Qu'en plus de ça, évidemment, les acteurs de la société civile, associative, philanthropique, qui font très belles choses, voire les entrepreneurs sociaux, je vais en reparler aussi, sont des acteurs du changement qui existent, qui sont en train de proposer des solutions innovantes dès maintenant. Et je pense qu'on est au moment où cette réalisation se fait. Et il est temps maintenant vraiment de passer vraiment à l'action avec de vraies solutions innovantes pour changer la donne. Oui, tout à fait. En fait, on est passé à une phase, tu parlais des États, une phase où on présentait des grands engagements, des pledges, des ambitions très fortes. On l'a vu avec les accords de Paris, on l'a vu avec les COP ces dernières années. Mais maintenant, on est passé à une nouvelle phase. Je sens qu'on est en train d'entrer dans cette phase de mise en œuvre. Et pour cela, les outils technologiques notamment vont beaucoup nous aider à passer justement des engagements à la mise en action. Oui, moi je rajouterais, je pense je suis un optimiste de nature, malgré les catastrophes que l'on voit, que l'on commente et qui font du mal, clairement. Il y a 5 grandes forces positives de changement dans le monde actuellement. Tu en as parlé déjà au moins de quelques-unes d'entre elles. La première, c'est que les consommateurs votent de plus en plus avec leurs valeurs et avec le fait qu'une entreprise, des produits respectent leur éthique, respectent leurs valeurs ou pas. Et donc dans ce cas-là, ces marques et ces produits malheureusement ne vont plus être populaires très rapidement, on le voit déjà. Deuxièmement, il y a les États, on en a parlé, et heureusement ils étaient là aussi pendant la pandémie pour s'occuper des citoyens, de la santé, du reste, et qui dépensent des trillions, voilà, c'est des tas de zéros, d'euros ou de dollars aux États-Unis aussi,
pour s'occuper du welfare, du bien-être des citoyens, de créer une industrie justement plus verte et de réinventer les économies circulaires, qui demandent des investissements gigantesques, mais pas toujours les plus efficaces, il faut le dire, dans le dernier kilomètre, comme on dit, de la même truc. Il y a une troisième force très importante qui est effectivement l'investissement, tu l'as dit. L'investissement est là, il est considérable dans les fonds d'investissement, avec du bon et du mauvais impact. Il faut être aussi très comment dire, honnête sur le sujet, et c'est pour ça que ce sera un bon sujet aussi peut-être d'échange entre nous. Et puis il y a je pense un changement très important, c'est l'entreprise. Moi je suis convaincu, vivant moi-même dans l'entreprise depuis 4 décennies, et dans de grandes boîtes, évidemment Microsoft notamment, que l'entreprise est en train de passer de l'ère de la RSE et de la philanthropie à l'ère de l'ESG. Et ça change tout. Ça change tout, pourquoi ? Parce que l'entreprise qui représente dans le monde entier 60% de la richesse mondiale vient du monde de l'entreprise, et plus de 70% des emplois, eh bien l'entreprise se doit de répondre de manière durable aux problèmes des personnes et de la planète. Au cœur de ses produits, de sa supply chain, de sa value chain, et ça veut dire que ces discussions dans les boards, où des décisions sont prises dans ce reporting extra-financier, et qui vont être essentielles à juste titre, au même titre que les résultats financiers, pour rendre compte de ce qu'on a fait dans son empreinte auprès de la planète, dans son traitement social également de tous les acteurs avec lesquels on travaille. Voilà, donc ça me rend optimiste dans le sens où tous ces acteurs sont orientés de la même manière, avec une volonté de trouver des solutions à impact. Maintenant, il faut les trouver. Ouais. Et non, je te rejoins, on l'a constaté nous aussi. Déjà, pour reprendre ton point, je pense que l'entreprise n'a pas le choix. En fait, si demain elle va rester pertinente, et dans un monde qui est en train de se transformer, et notamment justement pour être plus en phase avec les limites planétaires, pour continuer à attirer des talents, pour continuer à attirer des consommateurs, elle doit évoluer, elle doit transformer ses modèles. Et ça part du leadership effectivement des membres du conseil d'administration, des board members, des COMEX, mais aussi évidemment toutes les parties prenantes. Et nous on le voit à Tchena, quand on a démarré en 2017, on était sur un sujet qui était encore très niche. Oui. En 2022, on avait plus de 1200 personnes, membres de comités exécutifs qui étaient présentes au sommet en 2022. C'est vraiment la preuve qu'il y a une vraie prise de conscience à tous les niveaux. Évidemment, ça part du top, mais ça part aussi de tous les acteurs qui jouent un rôle dans ces entreprises. Et on sent vraiment que le niveau d'engagement n'est plus le même aujourd'hui. Et ça, c'est moi aussi comme toi, je suis plutôt un optimiste là-dessus. Et Jean-Philippe, tu parlais de 5 forces. La cinquième, ce ne serait pas les employés du coup ? Tout juste, Kevin, c'est les employés, tu sais comme moi, recherche de sens, quelle que soit la génération d'ailleurs, l'âge, le fameux Great Reshuffle, la grande démission, etc. En fait, il y a une donnée très intéressante d'Edelman qui a fait une étude il y a 1 an sur les raisons pour lesquelles les personnes quittent l'entreprise. La deuxième raison la plus importante, que je n'ai jamais vue aussi haute, pour 62%, c'est que les personnes, les employés qui quittent, sont plus alignés sur les valeurs et l'éthique de leur entreprise. Et ça veut dire que ça aligne les planètes aussi. On travaille pour une entreprise qu'on respecte et qui vit les valeurs qu'elle prétend avoir au quotidien. Et tu sais, nous, on a sorti le classement des écoles pour changer le monde il y a 1 an et on vient de sortir la 2e édition dans les EcoStart la semaine dernière. Et le but de ce classement, c'est aussi de montrer en fait à quel point les écoles forment les talents aux enjeux de demain. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce classement, qui est une sorte de classement ESG des écoles C'est aussi parce qu'on avait vu auprès des jeunes talents qu'il y a un fort taux de jeunes actuellement qui ont perdu confiance en l'avenir. Plus de 70% d'entre eux pensent que nous sommes voués à l'échec. Et c'était vraiment important pour nous de pouvoir justement créer un lien entre ces talents en recherche de sens et des formations qui leur permettront justement de lier carrière, se préparer sens et impact. De retrouver ce sens. Donc je te rejoins tout à fait. Les entreprises demain, si elles veulent pouvoir recruter ces talents, elles vont devoir aussi effectivement soutenir l'écosystème de l'impact, soutenir ces entrepreneurs sociaux, mais aussi nettoyer devant le pas de la porte et montrer un vrai alignement entre leurs actions pour l'écosystème et aussi leurs actions pour réduire leurs propres externalités et faire évoluer leur propre modèle économique. Alors Kevin, tu as vu la naissance littéralement d'un certain nombre de ces changemakers en France et dans le monde d'ailleurs depuis quelques années, mais qui sont-ils ? Peux-tu nous en parler un petit peu ? Bien sûr. En fait, Challenger, à la base, c'est né, on a lancé la première édition du sommet en 2017. Et on avait évidemment été assez influencé par ce qui s'était passé en 2015 avec ces grands objectifs, ces grandes ambitions que sont les objectifs de développement durable de l'ONU, mais également les objectifs de Paris, les accords de Paris, de la COP. Et
mais pour autant, à ce moment-là, il manquait encore une feuille de route pour les mettre en œuvre. Et à côté de ça, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'innovateurs, de porteurs de solutions qui avaient des actions très concrètes, très inspirantes, mais qui étaient plutôt isolés, qui manquaient de soutien et qui n'avaient pas autour d'eux un écosystème fort leur permettant de passer à l'échelle. Et nous, notre conviction vraiment personnelle, c'était qu'une nouvelle génération de changemakers, d'entrepreneurs, de citoyens, de professionnels, d'artistes avait les moyens justement d'atteindre les objectifs qu'on était en train de se fixer, les objectifs du XXIe siècle. Et donc pour nous, c'était une évidence qu'en fait, il fallait rassembler tous ces porteurs de solutions, d'initiatives vraiment inspirantes dans des lieux inspirants et les rassembler, les faire se rencontrer et les faire travailler ensemble, que ce soit des innovateurs, des grandes entreprises, des médias, des villes, des États, des talents. Et donc c'était un peu cette vision de Change Now, qui est ce pendant armé de la COP chaque année, où on va rassembler tous ces acteurs pendant 3 jours et vraiment accélérer la transformation de nos sociétés par les professionnels, mais aussi par une forme de changement culturel. Parce que si on veut transformer nos sociétés, ça va aussi passer par la manière dont on raconte cette histoire. Complètement. Et ces notions de bien commun qui doivent devenir, je pense, une norme demain dans la manière dont on façonne un peu une mythologie collective sur quel est le rêve demain d'un jeune ou d'une personne moins jeune, pourquoi elle se lève le matin. C'est aussi pour contribuer à cette notion de bien collectif, je pense. Et je pense que c'est la même analyse que j'ai pu faire moi-même, d'ailleurs à peu près au même moment. En fin 2015, je crée une association qui s'appelle Live for Good. Et Live for Good a pour mission de libérer le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social et d'accélérer l'innovation positive au cœur d'une communauté engagée. Et donc, j'ai pu me plonger au cœur d'une jeunesse incroyable qui est en train de réinventer avec des entreprises sociales. Alors, entreprise sociale, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, qui ne vient pas d'être créé, mais qui est vraiment une ADN très particulière où il y a une connexion profonde entre le moi de l'entrepreneur, eux, vers un sujet sociétal. Que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la transformation de déchets plastiques dans des beaux objets avec une circularité, que ce soit de contrats d'inclusion solidaire avec des milliers de jobs créés dans des ESAT ou des travailleurs ayant handicap. Et j'avoue que moi, ça m'a profondément plus qu'inspiré, puisque ça continue de grandir. Et puis du côté Microsoft, avec mon autre casquette, évidemment, business, j'allais dire entreprise, j'ai été profondément convaincu qu'il y a 2 types de changemakers dans le monde qui, depuis des années déjà, sont en train de bâtir des solutions, mais qui viennent à point nommé. Un, ce sont ces réseaux, ces écosystèmes d'entrepreneurs sociaux que tu connais bien, comme Ashoka, comme la Schwab Foundation, comme la Skull Foundation et bien d'autres, qui ont vraiment aidé ces entrepreneurs à magnifier l'impact social au travers d'une organisation qui est une entreprise sociale. Et pour ceux qui ne sont pas initiés en entreprise sociale, c'est une vraie entreprise, ce n'est pas une ONG, d'accord, qui peut et qui doit faire du profit aussi, ce n'est pas une vilaine chose de faire du profit, mais qui va maximiser l'utilisation de cet excédent pour l'impact sociétal. Donc l'étoile du Nord a l'impact sociétal. Et puis il y a un deuxième type de changemaker qui est apparu ces dernières années, qui sont plus des start-up tech, qu'on les appelle des natifs digitaux, qui sont nés dans la tech, dans la marmite de la tech, et pour lesquels les entrepreneurs, les fondateurs, ont vraiment, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, une vraie recherche d'un impact qui aille au-delà d'être, d'être fameux, comme on dit, et riche, quoi. Mais de aussi laisser une empreinte avec des solutions concrètes, des solutions qui peuvent être la capture du carbone dans l'air, qui peuvent être des systèmes de gestion de déchets intelligents, qui peuvent être des systèmes également, justement, de contrats de diversité d'inclusion dans les entreprises et toutes les chaînes de sous-traitants qui existent. Et ce qui est formidable, c'est de rencontrer ces acteurs et de les aider à grandir. Voilà. Et pour moi, ces changemakers qu'on rencontre chez Change Now aussi, ils existent aux quatre coins de la planète. Et pour moi, c'est l'espérance et c'est des rôles modèles qu'il faut justement aider à faire grandir et à aider les autres parties prenantes à aborder et à utiliser leurs solutions pour répondre à ces problèmes concrets qu'on a. Bien sûr. Je suis tout à fait aligné avec toi. Peut-être une troisième catégorie qu'on pourrait ajouter, ce sont aussi des innovateurs low-tech qui aussi innovent avec des modèles frugaux, en fait. Et c'est vrai que je pense, moi, ma conviction, c'est que la tech est un outil nécessaire et incroyable pour accélérer cette transformation de nos sociétés. Et parfois aussi, on va devoir aussi revoir nos modèles et la manière dont on consomme, dont on produit. Et parfois, des solutions peuvent être très simples et très utiles, même avec peu de technologie derrière. Mais tout à fait aligné avec ta vision que je partage entièrement.
Et tu sais, Etchenna, Ouais. on était une start-up nous aussi, Pas longtemps. on l'est toujours d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a eu il y a une vraie accélération pour ce sommet qui est passé de 2000 personnes en 2017 avec une quarantaine d'innovateurs à impact qui étaient rassemblés à Station F à l'époque, à plus d'un millier d'innovateurs rassemblés, 33 000 personnes en 2022 au Grand Palais éphémère, même en 2020 on était déjà 28 000 personnes, ça a été une croissance assez phénoménale, même plus rapide que le Web Summit. On est vraiment, je pense, le réceptacle et l'accompagnant de cette vraie accélération, de cette vraie transformation de cet écosystème à impact. On l'a vu et nous, notre rôle, que je le considère, c'est vraiment d'accompagner ces innovateurs et de leur proposer des opportunités de collaboration avec grands groupes, médias, talents et aussi sphère publique. Mais ce qui était vraiment important pour nous, et je pense qui a été décisif dans cette croissance, ça a été pour quelles raisons est-ce qu'on a décidé de le faire à Paris, en Europe de l'Ouest. Quand et pour cela, en fait, la raison pour laquelle on a décidé de le faire à Paris et notamment en Europe de l'Ouest, c'est parce que on s'est beaucoup posé la question de qu'est-ce qui fait qu'un écosystème est riche et puissant et bien fonctionnel. Et on a regardé dans l'histoire, quand on regarde la Silicon Valley, quand on regarde la Renaissance avec Florence, on a souvent en fait cette notion de convergence entre trois parties prenantes que sont des innovateurs pour la Silicon Valley, du capital et des talents, avec Stanford et d'autres, évidemment, tous les fonds VC et tous ces entrepreneurs. Pour Florence et la Renaissance, c'était des artistes, des mécènes, l'influence de l'Église, une ville marchande en pleine effervescence. Et tout ça, ça a créé vraiment une vraie effervescence autour de cette ville qui a été vraiment le phare de la Renaissance dans le monde. Et donc, notre question à nous était comment est-ce qu'on fait où est-ce qu'on doit se placer pour accueillir justement ces innovateurs, ces acteurs qui ont du capital, ces acteurs qui ont de l'influence, de l'expertise à partager. Et pour nous, c'était assez évident que l'Europe de l'Ouest allait être vraiment un terreau fertile pour accompagner cette transformation et cette accélération de la transition. Pourquoi ? Parce qu'on a une tradition justement d'innovation en Europe de l'Ouest et notamment en France, beaucoup de capital à disposition, des grandes écoles d'ingénieurs et de business qui sont là, des talents. Aussi l'Europe qui pousse énormément parce que c'est un sujet vraiment stratégique pour elle. On a une fragilité énergétique, mais on est le continent quand même qui a le plus de brevets zéro carbone chaque année et c'est un vrai avantage compétitif pour nous. Et une vraie volonté étatique aussi avec le Green Deal et les États de pousser vraiment et d'être leader de cette transition. Donc pour nous, c'était assez naturel de le faire et on voit que ça a bien fonctionné et que dans les années à venir, l'Europe va vraiment être vraiment une terre stratégique sur les sujets de cette transformation. Je pense qu'on ressent la même chose du côté de Microsoft, à la fois le côté français, européen, mais aussi global de ces problématiques. Et pour nous, finalement, le pourquoi de ce chemin de l'impact au cœur de ce qu'on fait, ça démarre à notre mission réellement. On parle de mission souvent comme quelque chose d'abstrait. Nous, c'est très concret. On a 2 missions dans toute l'histoire de Microsoft en 48 ans d'existence. Et à 7 ans, on a changé notre mission en disant finalement, en version française, je vais faire la mission, on est là pour donner les moyens à chaque personne et chaque organisation de réaliser ses ambitions. On n'est pas dans la tech là, on est vraiment au niveau du développement, de l'accomplissement personnel ou d'une entité, qu'elle soit une ONG, qu'elle soit la plus grande entreprise de la planète, qu'elle soit un État, qu'elle soit une école, une start-up, pour réaliser, grâce au pouvoir de l'innovation, de la technologie et son impact à l'échelle, de réaliser ses ambitions et l'impact qu'elle veut avoir dans le monde finalement. Et donc à partir de là, toutes nos équipes d'ingénierie qui chaque année évidemment innovent avec des services d'intelligence artificielle, de cloud, etc., souhaitent le faire, j'allais dire, à la dimension d'un pays à la fois. Et un pays comme la France, que je connais bien, étant aussi citoyen français, évidemment, en se disant que finalement, le levier technologique va aider, bien sûr, à doper la croissance d'un pays économique ainsi que de grands acteurs, grandes entreprises, etc. Il faut qu'il le fasse avec une croissance qui soit à la fois inclusive, qui soit durable et qui soit responsable. Et ça veut dire que ça nous a animés beaucoup dans le choix finalement de focaliser notamment notre innovation autour de 4 des ODD principaux. Tous les autres sont merveilleux, je ne suis pas en train de dire, c'est comme choisir parmi ses enfants, c'est 17 enfants. Et on a choisi notamment, évidemment, le réchauffement climatique, le changement climatique, l'éducation de qualité, l'opportunité de création économique et de job, là aussi décent pour offrir une vie décente aux personnes. Et puis tout ce qui est institution, justice et droits humains finalement. Et de se dire qu'autour de là,
autour de ces sujets, il y a justement des changemakers dont on a parlé, qui sont en train de développer autour de plateformes technologiques des services innovants qui vont aider à résoudre ces problèmes dans la vraie vie. Et donc, ils vont aider quelque part la feuille de route ESG d'entreprise, mais également la même feuille de route ODD d'un pays, finalement, qui doit aussi répondre à ces exigences. Et voilà la raison pour laquelle nous, cet impact nous porte, et je dois le dire aussi, motive énormément, évidemment, nos employés, de se dire comment, pas simplement on concilie, mais on magnifie l'impact qu'on peut avoir auprès de nos clients en apportant cette réalisation dans ces domaines si importants pour la planète. Et votre soutien pour ces acteurs, il est essentiel. Moi, quand je regarde les besoins des innovateurs dans l'impact aujourd'hui, bon, évidemment, tu le sais, c'est évidemment l'accès au financement. Oui. Pour te donner aussi une stat que nous, on connaît bien, parce qu'on l'a vu à ChangeNow, en 2017, quand on a démarré, la moyenne de financement des entrepreneurs dans l'impact en France, en Europe, était à peu près 200 000 euros levés. En 2022, on était à plus de 6 millions, donc ça montre quand même qu'on a fait x30 en 5 ans, c'est un vrai changement d'échelle. Pour autant, on n'est pas encore à un niveau suffisant, on a un vrai enjeu d'accélération, c'est d'accès au financement et d'aller plus loin. En Europe, aujourd'hui, je pense que les fonds ont en moyenne 2 fois moins de capital qu'aux États-Unis. Il y a 8 fois moins de fonds de croissance, des fonds growth en Europe qu'aux États-Unis également. Donc, si l'Europe veut vraiment être leader d'opinion à l'échelle planétaire, elle a vraiment un enjeu d'attirer du capital sur ces sujets davantage. Et on va le voir qu'il y a énormément d'investissements qui vont arriver, mais il faut aller encore un peu plus vite. Et ces acteurs, ils ont besoin justement d'accéder à ces financements, notamment sur des sujets dont tu parlais, comme l'éducation, où on a aussi un vrai sujet de financement dans des secteurs, sur des sujets qui s'attaquent à des vrais problèmes, mais qui sont mal financés parce que les modèles économiques ne sont pas forcément là. L'éducation, les enjeux sociaux, préservation des écosystèmes, toute une série de sujets qui travaillent sur du temps long, qui travaillent sur les racines du mal, mais sans pour autant aller chercher une profitabilité à double chiffre, souvent recherchée par les investisseurs. C'est pour ça que les outils de ce qu'on appelle la blended finance à mi-chemin entre la philanthropie et le venture cap, l'impact investing, sont vraiment nécessaires. Et je pense que là-dessus, des acteurs comme Microsoft ont énormément de choses à mettre sur la table. Je serais ravi d'ailleurs d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites. D'ailleurs, ta réflexion me rappelle un très bon moment d'un épisode de mon podcast sur leadership positif que j'avais comme invité Sir Ronald Cohen, que tu connais peut-être, qui est quand même assez mythique, qui est quelqu'un qui a aidé quand même à créer l'une des premières VCs dans le monde, Apex Partners, et qui a également été le premier conseiller du gouvernement britannique après G7 à l'époque. Qui ne connaît pas Ronald. Sur les social bonds et le fait que dire que les muscles, les piliers de l'investissement traditionnel qui sont risk and return, il fallait ajouter un troisième pied qui est l'impact. Voilà. Donc là, une discussion formidable et donc ça nous inspirait aussi chez Microsoft en se disant ce qu'on peut faire, nous, c'est apporter finalement ce qui est au cœur de notre plateforme et de notre savoir-faire qui est la technologie. Et on a créé une initiative que j'ai annoncée à ChangeNow, donc sur ce magnifique estrade, on voit la tour Eiffel derrière, où on a annoncé une initiative qui va consister à aider plusieurs centaines de ces changemakers dont on a parlé, entrepreneurs sociaux ou start-up tech à impact, en leur apportant finalement les leviers suivants. Premièrement, accélération de l'investissement technologique en ayant accès pour un certain nombre gratuitement, jusqu'à un certain temps, on est pour incuber à nos plateformes cloud et surtout de l'ingénierie pour aller accélérer une problématique qu'ils ont très bien développée dans leur business, mais grâce au levier technologique d'aller beaucoup plus loin. Deuxièmement, c'est beaucoup aussi de coaching, où c'est un programme de leadership que j'ai lancé avec des meilleurs talents chez Microsoft, qui est vraiment une partie de coaching, j'allais dire, qui est recto verso, j'allais dire, dans le sens où Microsoft, le talent va coacher l'entrepreneur, mais l'entrepreneur aussi va beaucoup coacher le talent de Microsoft et apprendre de lui ou d'elle, parce que je suis très, très convaincu que ça va profondément aussi les inspirer des deux côtés pour naviguer. Et troisième élément, de devenir des partenaires du marché vers l'ESG. Pourquoi ? Et je peux citer des exemples très concrets. Ils étaient d'ailleurs à ChangeNow, une start-up comme Reforestum, dans laquelle il y a une très belle solution pour créer finalement un marché carbone de tout ce qui concerne les ressources forestières
et d'arriver à créer quelque chose de monétisable quand on gère bien évidemment le patrimoine forestier. On sait que c'est très complexe à faire, pays par pays. C'est un des très beaux exemples. On a eu en France aussi une très belle organisation Signe de Sens, qui elle est sur l'inclusion par l'accessibilité, qui a déjà touché plus de 150 000 personnes. Et puis une boîte là, beaucoup plus grande déjà pour donner des exemples très différents comme Ecovadis, qui est un acteur global dans le ratings et qui utilise nos technologies de plateforme de data d'IA pour affiner évidemment l'intelligence du rating sustainability qu'ils font auprès de toutes les entreprises de la planète et donc ils deviennent une force de recommandation très importante sur les plans qu'ils implémentent. Voilà, donc on est extrêmement heureux et fiers, j'allais dire, de commencer à accompagner ces acteurs du changement en se disant qu'on peut avoir un effet d'accélération globale pour certains. Parce que tous nos clients sont à la recherche de leurs solutions. Bien sûr. Pour rebondir sur ton point, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des levées de fonds qui sont à des niveaux vraiment qui étaient inconnus, inimaginables il y a encore quelques mois, années. Tu parlais d'Ecovadis, 500 millions levés il y a 3 mois. Sweep aussi, plus d'une centaine de millions d'euros levés cette année également. Donc on sent que on est quand même vraiment en train de passer à un autre niveau et c'est souvent drivé par la climate fintech. Oui. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, donc je faisais le comparable entre l'Europe et les États-Unis, mais sur ce sujet-là, l'Europe est clairement en avance. Il y a eu plus de 2 milliards de levées de fonds en 6 mois là, cette année. C'est une vraie explosion par rapport à l'an dernier. 3 fois plus qu'aux États-Unis sur la même période. Tout ce qui est effectivement outils de reporting ESG, outils innovants de carbone offsetting, comptabilité carbone également. Enfin, on voit énormément de choses qui sont en train de se passer et c'est, je pense, un des sujets clés des prochaines années à venir parce que ce sont effectivement des outils qui vont permettre aux entreprises de vraiment mettre au point des stratégies de décarbonation vraiment crédibles et vraiment top niveau parce qu'il faut mesurer. Ouais. Comment tu mesures aujourd'hui le scope 3 Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent en ce moment. Et on le voit, tu faisais ce parallèle entre ce qu'apporte l'innovateur et ce qu'apporte l'entreprise et c'est vrai que c'est un soutien mutuel. Et les innovateurs, ils ont beaucoup aussi apporté à ces entreprises sur ces sujets-là. Quand on voit, c'est encore une étude récente du CDP que j'ai vue au mois de septembre, qui partageait que si on prend tous les objectifs de décarbonation des grandes entreprises qui ont rejoint l'initiative Science Based Targets, que tu connais évidemment, quand on prend ces 4000 entreprises listées qui ont annoncé une ambition de décarbonation à une échelle plus ou moins courte, on est sur une trajectoire aujourd'hui à 2,7 degrés, ce qui n'est pas acceptable. Donc on sent qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'aller un cran plus loin. Et pour ça, elles vont devoir avoir des outils qui leur permettent de le faire. Et donc la mesure, évidemment, l'identification de tous les pain points et pouvoir, qui leur permettront justement d'annoncer des objectifs plus ambitieux et surtout de les mettre en œuvre. Et c'est pour ça, le soutien des innovateurs est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a décidé, nous également, il y a moins d'un an, de présenter à tous ces acteurs une plateforme sur le cloud, Microsoft Cloud for Sustainability, pour commencer à mesurer ce que personne ne mesure. Et en gros, c'est de dire, c'est une plateforme de données qui va permettre d'avoir des centaines de connecteurs sur tous ces entrepôts de données extrêmement fragmentés qui existent dans toutes les entreprises du monde, parce que c'est très complexe, entre les systèmes IT, les systèmes OT et bien d'autres, et d'arriver à harmoniser toutes ces datas, d'arriver derrière, avec toute cette algorithmique qui est relative à ça, de créer aussi des benchmarks par rapport à des acteurs du même secteur, et puis d'avoir des recommandations par l'intelligence artificielle sur quelles seraient les meilleures étapes potentielles sur mon scope 1, scope 2, scope 3, et qu'est-ce que je peux faire. On n'en est qu'au début, il faut être très modeste, mais il y a un gros effort à faire en amenant ces écosystèmes par industrie, par secteur d'activité, autour déjà de mesures comparables de données et sur lesquelles on parle du même enjeu. Bien sûr. Et je pense que c'est un enjeu essentiel pour elle de savoir déjà de quelles données utiliser. Et ça, c'est vrai que l'intelligence artificielle, pour ça, c'est assez essentiel. Je sais que vous travaillez beaucoup avec des entreprises comme OceanMind. J'ai vu justement à Chelna en 2020 avec l'impact sur l'identification d'acteurs qui pêchent illégalement. Il y a beaucoup d'externalités très positives de l'intelligence artificielle, c'est évident. Et ce qui est un autre sujet, je pense, qui est important de mentionner ici, on a parlé du carbone, mais aussi la biodiversité. Et aujourd'hui, je pense que c'est à peu près 86%, si ma mémoire est bonne, des entreprises déclarent
avoir l'intention d'avoir un plan très clair sur leurs impacts sur la biodiversité. Ouais. Pour autant, elles sont à peine 4%, c'est une étude qu'on a sortie avec le BCG l'an dernier, elles sont moins de 4% à déclarer avoir les outils pour mettre en œuvre cette stratégie de biodiversité. Donc aujourd'hui, si on a du mal à mesurer les carbones, évidemment, on est encore bien plus loin du compte sur les sujets de biodiversité et d'impact sur les écosystèmes. Et là-dessus, c'est l'intelligence, la donnée, savoir quelles données utiliser, comment les rassembler, les outils satellitaires ou autres sont vraiment essentiels. Kevin, ChangeNow 2015, le démarrage, c'était très symbolique. 2017, ouais. Parce qu'il s'est passé des choses, sa proclamation des ODD. Et alors on se prolonge pour les 10 ans qui viennent, 2030, c'est aussi une date très importante parce que c'est la date dite butoir des ODD, des objectifs de développement durable. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment vois-tu les choses? ChangeNow, mais au-delà de ChangeNow, bien sûr, de toutes ces problématiques dont on a parlé ensemble. Écoute, moi, ce qui me nourrit, Jean-Philippe, c'est d'entendre toutes ces superbes histoires de partenariats, de projets qui ont eu lieu grâce à des rencontres qui ont été faites pendant le sommet. Je vois encore, il y a quelques semaines, on nous partageait qu'une entreprise comme EcoJoco, qui est un software qui permet d'optimiser sa consommation électrique à la maison, a fait un partenariat avec Veolia après les avoir rencontrés au sommet en 2020. Ils ont été déployés dans 3 millions de foyers depuis. On a énormément d'histoires comme celle-ci où on voit des déploiements dans 20-25 pays avec justement des partenariats avec des grands groupes comme Veolia, l'Occitane et d'autres. Et ça, c'est ce qui nous nourrit. Donc nous, clairement, accélérer, continuer d'ici 2030, comme si tu me donnes une deadline, je vais te dire d'ici 2030, clairement qu'on ait des milliers d'histoires comme celle-ci, où des lois ont été changées, comme ça a déjà été le cas en 2020, des partenariats publics-privés entre entreprises, des investissements. Voilà, il y a le plus grand fonds mondial de protection des océans a levé ses premiers millions à ChangeNow aussi en 2018. Et c'est comme ça, nous, qu'on trouve notre propre justement mission et on va continuer à œuvrer dans ce sens pour un sommet qui ait de plus en plus d'impact avec, pourquoi pas, des centaines de milliers de personnes qui seront là aussi, des professionnels, du grand public, de la jeunesse et des personnes de tous âges qui se rassembleront chaque année pour venir au sommet et célébrer ce qui a été accompli et les étapes à venir. Et surtout, moi, mon ambition, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de ChangeNow parce que, en fait, cette norme collective. La mission sera accomplie. En fait, c'est ça. Si tu veux, moi, ce qui m'a animé pendant des années, même bien avant la création de ChangeNow, la question que je me posais, c'était, tu sais, pendant des années, on a rêvé de Wall Street. Puis après, on a rêvé de la Silicon Valley. Moi, une grande question qui m'animait depuis le début de ma carrière, c'était comment est-ce qu'on fait pour que demain, en fait, le rêve collectif, la mythologie collective soit celle de s'attaquer aux grands enjeux du siècle. La nouvelle renaissance dont tu parlais. Oui, une nouvelle renaissance, si tu veux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui, tu vois, on parlait tout à l'heure de démission, de ces messages, de ces étudiants lors des diplomations qui appellent au changement, qui appellent à la transformation de nos sociétés. Je suis en train vraiment de constater que cette grande question qui m'animait il y a une quinzaine d'années, en fait, elle est en train de se matérialiser aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui que les jeunes, ils ont besoin de ça. Même les personnes qui sont en poste aujourd'hui veulent du sens. Et c'est en train de devenir en fait le curseur central qui vraiment justifie toutes nos actions, la raison pour laquelle on se lève le matin. Tu as des enfants, moi aussi. C'est aussi pour ça, pour eux, qu'on fait ce qu'on fait. Et je pense que un des grands messages que j'ai pour les entreprises aujourd'hui, c'est si elles veulent rester pertinentes demain, elles devront réussir à justement soutenir cet écosystème, mais aussi transformer leur modèle économique, transformer leur modèle de gouvernance pour devenir des entreprises qui participent réellement, qui sont vraiment contributives, justement. En entreprise contributive, c'est une notion, je pense, qui va être essentielle demain, et qui mettent le bien commun vraiment à l'essence de leurs actions. Et ça, pour moi, c'est vraiment le sens de l'histoire. Bah écoute, moi aussi, je me projette parce que je suis un peu un optimiste comme toi, même si on est au cœur de l'action. Moi, je souhaite vraiment, et je pense que les éléments sont réunis pour qu'il y ait un changement systémique. C'est le dogme des entrepreneurs sociaux qui réussissent à grande échelle, c'est la théorie du changement. Et
c'est compliqué et ça veut le E, le S, le G, et ce qu'on appelle le scope 1, le scope 2, le scope 3 et tout ce qui va derrière, qui sont des sujets très, très forts. Le deuxième, c'est qu'il y a des politiques publiques également qui se mettent très en œuvre en Europe et dans d'autres pays aussi petit à petit. Et je pense qu'ils peuvent être un élément accélérateur incroyablement important pour une politique industrielle ou économique à impact. Ça, c'est un deuxième élément systémique aussi. Le troisième, on en a beaucoup parlé, c'est cet écosystème de l'innovation à impact. Je suis totalement convaincu, et je pense que mon vœu, ce n'est pas qu'un vœu, c'est que d'une manière très authentique et qui de ce fait sera mesurée d'ici 2030 de manière beaucoup plus précise qu'elle ne l'est aujourd'hui, pour être très sincère, le terme impact va devenir superflu. C'est-à-dire pour une société qui se veut innovante et qui veut réussir, ça va devenir une obligation pas simplement morale, mais économique et financière également. Et puis je finirai comme toi, parce que pour moi c'est ça qui me projette, c'est mes enfants et la génération d'après, c'est la jeunesse. En tout cas c'est ce qui me passionne beaucoup aussi au cœur de Microsoft ou de Live for Good, où je vis dans une communauté de centaines de jeunes entrepreneurs. Et d'ailleurs on a baptisé dans notre vision d'essayer d'aider à faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun. C'est un mot que j'ai bien aimé que tu as utilisé. Et je suis convaincu que cette nouvelle génération, elle veut agir. Pas simplement, évidemment, être angoissée, et elle l'est, par tout ce qui se passe autour d'eux, parce que c'est eux qui sont les dépositaires de tout ça demain et après-demain, mais qui nous montrent le chemin et en leur donnant les moyens par un changement systémique de le faire. Voilà l'aspiration qu'on pourra célébrer ensemble en 2030 peut-être. Avec grand plaisir.